N'hésitez pas à me laisser sonner. C'est 100 $ à la sortie. Ça fera remonter à la gueule. Comme ça, on aura du vin encore meilleur la prochaine fois. En fait, un des invités précédents. Voilà. Bonsoir. Donc, félicitations pour avoir trouvé le poids du carré. C'était assez équilibré. Donc ce soir, nous avons un associé et ami de l'UDAF, de machiniste, avant de le présenter. Il y a des annonces de service, François, s'il te plaît. Nombreuses. Voilà. Bonsoir. Alors, je vais prendre un petit peu de temps parce qu'il y a de nombreuses annonces de service. Alors, nous sommes en ce moment dans l'abondance de speakers et de belle qualité, puisque notre prochaine réunion, et vous promettez pas une blague, c'est le 1er avril, et nous aurons le plaisir d'avoir Vincent Worms qui vient d'en nous parler, qui est déjà venu, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Vincent, c'est un pionnier dans le domaine du capital risque. Il nous fait le plaisir de venir et j'espère que vous serez nombreux pour revenir nous rendre visite. Le mois d'après, le 6 mai, nous avons convaincu Philippe Kahn de venir nous parler de sa carrière. Philippe a beaucoup d'activités, donc c'est en général difficile de lui mettre le doigt dessus. Il a fondé de nombreuses entreprises. C'est un homme à multiples facettes, hein. Il est navigateur, snowboarder, musicien, etc., etc. Et il est notamment pilote de voltige, j'en oublie beaucoup. Il a notamment été crédité pour avoir inventé le camera phone, donc le téléphone qui prend des photos en 1987. Il s'ennuyait à la maternité parce que les choses allaient pas assez vite et il a bricolé une caméra et un téléphone pour partager les images de sa fille avec le reste de sa famille. Donc il a reçu beaucoup de reconnaissance pour ceci. Alors il y a une troisième annonce de service. Alors je vais embarrasser quelqu'un qui est dans cette salle, c'est pas la première fois. C'est Eric Hottemont qui se cache là-bas. Parce que j'étais dans le samedi, je revenais de Seattle, je prends un journal pour m'asseoir en avion. Et Eric a une demi-page dans le Wall Street Journal de ce week-end. Donc, pour lui et sa société Days of Wonder. Donc, c'est quand même formidable. Il faudra d'ailleurs qu'on réinvite Eric. Si. Non, sérieusement. Parce que ce qu'il fait, ça va nous changer un peu du e-commerce, du HTML5, etc., puisqu'il fait des jeux, Monopoly, carton, cartes, des jeux. Il y a aussi une version iPad parce qu'il s'est un peu laissé aller dans le... Enfin, il fait du jeu classique et il a un très bon business. D'ailleurs, mon épouse voit le remerciement pour les dividendes. D'un investissement qu'on a fait. C'est vraiment ça. Non, sérieusement, c'est vraiment intéressant que tu viennes un peu un jour parler un peu à contre-courant. À contre-courant, sauf pour les vertus d'entrepreneur, c'est-à-dire de l'argent. Enfin bon. Voilà. Alors, j'ai encore une personne de plus à embarrasser. Il faut quand même un peu équilibrer les choses. Vous savez qu'il y a bientôt 19 ans, en fait, nous avions créé IBM. Et dans la salle, l'un des leaders de ce groupe, et qui à l'époque nous avait donné la confiance de fond Facebook, parce qu'on se posait tous la question, on se disait vraiment, est-ce qu'on va arriver tous les mois à mettre devant une audience quelqu'un qui a réellement
accompli quelque chose de suffisamment remarquable pour partager son expérience avec les autres. Il y en a un qui nous a rempli d'optimisme en nous disant, bah, bien sûr, c'est comme ça que ça va se passer, c'était Jean-Louis. Depuis, ses contributions à DBF sont multiples, comme ce soir, vous le voyez souvent. Beaucoup d'autres dont je pourrais parler très longtemps et pour lesquels il ne prend aucun crédit. Mais ce qu'il fait aussi, c'est qu'il nous trouve des speakers et que ce soir, il vient interviewer le speaker. Vous direz, c'est ce qu'il fait assez souvent. Ce soir, c'est aussi son anniversaire. Ah. Donc, je pense qu'il Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. On dit que les actions parlent plus fort que les mots. Je pense que c'est une belle démonstration de combien vous comptez pour Jean-Louis et combien cette organisation compte pour lui. Donc, pour le remercier, on a un gâteau, du champagne que vous pourrez boire après que le speaker ait été interviewé. Oui, ça va mieux, ça va mieux. Comme on sait aussi quels sont ses faibles, on a aussi du cheesecake. Merci beaucoup. Je suis très touché, c'est mon dernier anniversaire, mon chiffre commence par un 6. Donc ça me laisse un petit peu pensif, enfin la vie est bonne. La vie est bonne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. François, je suis touché et c'est vrai que DBF va bientôt avoir 20 ans l'année prochaine. Ce qui, je me demande d'ailleurs, enfin, comment est-ce qu'on a pu survivre? Ben, je vais vous dire, et j'arrête là-dessus, on n'a pas de statut. C'est-à-dire qu'on a décidé d'emblée d'avoir une association sans statut, sans rien, d'un groupe de gens qui allaient faire ça, mais qu'on n'allait pas tomber dans ce qui existait déjà. Je n'ai rien contre, sérieusement, c'est pas de la politesse avant, il y a le Rotary, il y a des associations, des institutions, et on voulait quelque chose qui ne soit pas comme ça, qui soit différent. Voilà. Alors ce soir, viens là, ce soir je vous présente Benoît Schillings. Alors, Benoît Schillings est actuellement Yahoo Fellow, c'est-à-dire, il est en quelque sorte, c'est moi qui vais le dire, ministre avec un portefeuille dont il a lui-même la définition. C'est-à-dire que c'est toi qui décides un peu ce que tu fais. C'est une définition. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui essaient de mettre des définitions plus formelles autour de mon rôle. Une autre définition, c'est être editor contributor, donc travailler à écrire du software et travailler un petit peu comme élément libre et en même temps avoir un bon salaire. Donc c'est peut-être une autre définition qui me convient correctement. Alors, vous allez voir, Benoît a eu une vie riche. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, ou est-ce que tu veux que je raconte comment nous nous sommes rencontrés? Il y a plusieurs versions. En réalité, la première fois que je t'ai rencontré, en fait, c'était à Macworld. Apple France organisait un concours de software pour Macintosh qui était intéressant. Le premier prix était un Macintosh, le fleuron de la gamme. Et j'avais participé avec un software que j'avais écrit dans 87, quelque chose comme ça. Et j'avais eu l'honneur de gagner le premier prix qui m'avait été remis par Jean-Louis, qui ne se souvient absolument pas de ce moment-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est le prochain patron de Apple. Donc là, c'est un endroit où je me suis. J'avais presque raison. Puis j'ai rencontré Jean-Louis à Macworld Expo, où je revenais de vacances. Et j'ai un ami qui s'appelle Martin, qui connaissait bien Jean-Louis et qui avait, je ne sais pas comment tu l'as rencontré. Oui, alors je vais raconter l'autre côté du miroir en quelque sorte. Je viens de me faire virer de chez Apple, en 90,
Jusqu'à un soir, à dîner, John Sculley me demande ce que je pense de lui, et je lui dis. Non, mais bon, et à la sortie, le patron des restes humains me met la main sur l'épaule pendant qu'on attendait les voitures au valet parking. Il me dit, alors Jean-Louis, je suis fier de toi. Je me suis dit, j'ai peut-être été un peu fort, effectivement. Sculley a bien compris ce que je pensais de lui, et il a décidé, à juste titre, c'est mon bienfaiteur, bon, je lui vois beaucoup, mais il a décidé que bon, ça suffisait, trop de désaccords. Et donc, je reste encore 6 mois chez Apple, et puis on me demandait d'aller à des conférences, et je me trouve à un événement à Paris, à Apple France, à remettre la Pomme d'Or à un programmeur qui avait reçu la Pomme d'Or, qui était Martin Schaeffer. Et je lui dis, voilà, Martin, tu veux pas venir travailler aux États-Unis? Je suis en train de commencer une entreprise. Il me dit, non, c'est pas moi qu'il faut faire venir. Je connais quelqu'un qui est beaucoup plus fort que moi, c'est Benoît Schillings. Et donc, Benoît est devenu l'employé cofondateur numéro 3 ou 4, on peut dire cofondateur à ce moment-là, et donc nous nous connaissons depuis ce moment-là. Oui, je me suis trouvé dans un bureau près de l'aéroport de Saint-José. Ouais. Pour une raison bizarre, Bi était en gros deux petits bureaux. Ouais. L'air conditionné était bloqué au maximum, et personne n'était capable de le corriger. Donc je me suis retrouvé en Californie à programmer une des premières versions de morceaux de ce qu'on a fait pour Bi, avec une grosse veste pour c'était probablement en mars, donc il faisait relativement bon, mais il faisait extrêmement froid dans le bureau. C'était ma première expérience de me retrouver dans un bureau où il n'y avait personne en fait. Je pense que j'étais la seule personne qui était là ce jour-là. On était avec Cory Van Arsdale et qui écrivait le business plan dans la pièce d'à côté, et on mangeait des sandwichs du roach coach. Vous savez ce que c'est qu'un roach coach? C'est les camions généralement conduits par des Mexicains. Il faut les remercier d'accepter de faire ce métier-là, et qui viennent vendre des sandwichs, des choses comme ça. Donc à 11h30, ils se mettaient devant la fenêtre du bureau et puis ils descendaient chercher le casse-croûte. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme étude? J'ai étudié quelques fois. La vraie histoire, c'est que j'ai commencé d'abord par faire un diplôme en informatique, et c'était en 83. Et j'ai eu ce terrible sentiment que l'action se passait maintenant. Donc, que vraiment, si je ne me mettais pas à écrire du code de manière professionnelle, c'est une chance qui allait disparaître. C'était ma dernière chance de le faire. J'ai trouvé une société qui avait un bureau en Belgique et un bureau à Agora Hills, dans la San Fernando Valley. Et San Fernando Valley, donc il y a deux business, il y a le software, il y a des films. Oui, j'ai trouvé dans le business du software, en gros, j'ai reçu $1000, un billet d'avion, et je suis parti écrire des jeux vidéo pour, à l'époque, Apple II, Atari 400, etc. C'était en quelle année? C'était en 83, après Macintosh. Et le marché du jeu s'est précipitamment écrasé, ce qui m'a ramené à retourner en Belgique et finir un diplôme qui était un diplôme de 3 ans en informatique, qui n'était rien de particulièrement spécial, mais qui quelque chose qui m'a donné des fondations qui étaient un petit peu plus larges que juste savoir programmer en Apple II. Tes parents sont toujours vivants? Mes parents sont toujours vivants, se portent bien. Je les ai vus il y a 2 semaines. J'ai passé un week-end en Belgique. Où ça? Mes parents ont des personnes de Louvain, qui était une ville francophone il y a une quarantaine d'années. Il y a toujours les mouvements linguistiques en Belgique entre différentes langues. Mon grand-père était bibliothécaire de l'université de Louvain, donc j'ai toujours le bon souvenir. J'ai encore des livres de l'université de Louvain que je suis censé rendre, oui, par le cachet. Un petit peu en retard, une famille de docteurs, mais mon père est ingénieur commercial, il travaille dans la publicité, ce qui au bout du compte est très utile. Aujourd'hui, travailler pour une société comme Yahoo et Facebook et avoir un certain background de la manière dont les publicitaires pensent au marché est quelque chose qui, au bout du compte, est très utile. Mais mon père était une de ces personnes qui disparaissaient tous les soirs et qui faisait de l'électronique dans la cave, donc il
fabriquait des prototypes à gauche et à droite. C'était certainement... Est-ce que c'est des télescopes? Il ne faisait pas de télescope, parce que l'astronomie en Belgique n'est vraiment pas c'est un petit peu comme faire de la navigation de haute mer en Suisse ou quelque chose comme ça. Mais tu sais que le plus grand constructeur de bateaux du monde est en Suisse? Non, est dans Minnesota. D'accord. Il y a 10 000 lacs. À l'intérieur, ils font des bateaux pour les lacs et la mer, mais c'est le plus grand constructeur, c'est dans le Minnesota. Alors dis-moi, quand est-ce que tu as commencé à faire des télescopes? On va un peu se... Le télescope, c'est dépendant un sous-produit de l'excitation autour d'Apollo, etc. Donc, fin des années 60, début des années 70, c'était quand même un moment où tout ce qui était l'espace était quelque chose. Avec quel âge? J'avais quoi? J'avais 8 ans, quelque chose comme ça. Et pour une raison ou pour une autre, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de regarder les étoiles et j'ai commencé à économiser mon argent pour construire des télescopes. Tu as construit toujours, si je veux dire? C'est toujours un mélange de pièces du télescope précédent et du futur télescope. Donc, ça a toujours été un processus, soit quand j'étais adolescent où les moyens étaient quand même limités, ou aujourd'hui où les moyens ne sont pas aussi limités, mais ma femme a une tolérance quand même limitée vis-à-vis du budget que je dépense pour ma vie. Donc j'essaie de ne garder qu'un seul télescope. Donc je le fabrique, je trouve les problèmes, et puis en général, dehors, il y a un autre qui arrive ou un autre qui est fabriqué. Quand je t'ai connu, tu me racontais qu'il fallait mettre le film, vous vous souvenez du film? Il fallait tremper le film dans l'azote liquide. C'est bien ça. C'était une des méthodes. Il y avait une méthode qui était de dessécher le film d'estimation de garde. Donc tu mettais le film pendant 48 heures dans de l'hydrogène pur à une température de 60 degrés. Ce qui, une fois de plus, c'est pas vraiment le genre de choses que tu veux signaler à ta femme. Il y a une certaine suspicion vis-à-vis du hobby. Mais il y avait toutes ces recettes particulières. Une autre qui était de refroidir le film avec de la neige carbonique ou avec de l'azote liquide. Donc, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui était perdu quand cette technologie a disparu. De notre côté, tout ce qui est détecteur électronique est absolument extraordinaire. Okay. Qu'est-ce que tu... Alors, tu as dépensé combien pour ton dernier capteur? Très peu. Donc, il y a un capteur qui est un petit peu spécial, qui est fabriqué par une société qui s'appelle Photometrics, qui est au Canada. Et c'est une caméra qui a une résolution de 1000 par 1000 pixels, ce qui n'est pas exceptionnel en soi, mais qui a cette capacité de détecter des photons individuels sans ambiguïté. Donc en gros, ce senseur est capable, à une vitesse vidéo, de détecter la présence ou l'absence de photons à vitesse vidéo. Donc, ce genre de caméra typiquement utilisé soit par les sociétés qui font de la séquence DNA de masse, qui typiquement, en tout cas au début de l'existence de la société, ont de gros budgets, ou les militaires, qui ont jusqu'à présent, peut-être plus aujourd'hui, mais qui ont en général un budget limité. Donc cette caméra coûte 40 000 $. Et j'étais dans un circuit qui s'appelle Halted, qui est sur Central Expressway et Lawrence Expressway. Et je me promenais là-bas, cherchant l'inspiration. Et je vois cette caméra, Cascade 1K. Si je regarde le prix, je vois 350 $. Donc je demande est-ce que vous pouvez ouvrir, ils ouvrent l'étagère, ils sortent la caméra, je dis ouais, vous pouvez me faire un prix là-dessus? Et j'ai eu la caméra pour 280 $, qui marchait très très bien. Le seul point négatif, c'est qu'il y avait un petit défaut. Donc le senseur est gardé dans une chambre à vide, il y avait une fuite de vie. J'ai renvoyé la caméra au fabricant après quelques temps, et ils m'envoient une note, oui, c'est facile à réparer, la note sera juste de 13 000 $. Donc ça, j'ai réussi à renégocier à 500 $. En faisant quelques compromis vis-à-vis de la réparation. C'est une caméra qui est absolument extraordinaire. C'est un beau jeu. Tu m'as raconté qu'une fois, tu étais, on va revenir à tes aventures dans l'informatique quand même, mais tu m'as raconté une fois que tu étais... il y a une barrière qui est extrêmement floue entre les deux. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu étais en train sur le toit de ta maison avec ton télescope, et puis il y a un voisin qui est monté... Ah oui, ça c'est une autre histoire. Donc, il y a toujours le problème où mettre le télescope. J'ai un carport, un garage devant la maison, qui me donne une bonne vue dans la direction du sud. Et le télescope était sur le toit. Et un jour, j'étais en train de, comme d'habitude, d'essayer de réparer quelque chose qui était cassé. Il y a un couple qui marche et qui
monte la rue, et l'homme dit « Ah, c'est un télescope, ça !» Je lui dis « Oui, effectivement. » On discute un petit peu de la rue vers mon toit, puis je lui dis « Monte sur le toit, on va regarder quelque chose. » Et il me dit « Ah, on ne va pas regarder Uranus, j'espère. » Et puis, je ne suis pas très bon à reconnaître les visages, mais je lui demande qu'est-ce que tu fais comme boulot. Il me dit je suis Quality Assurance à Google. Je suis là, bon, ok, d'accord, quelqu'un qui travaille en QA, très bien. Je devais préparer la nourriture pour les enfants, donc j'ai dit bon, à la prochaine, c'est quoi ton email? Il me dit mon email c'est sergey@google.com. Et puis je redescends et je me dis ah, c'est vrai que ça lui ressemble. Très bien. Alors, on va reprendre un peu ton parcours. Donc, tu rentres chez Guy au début 91. Début 91. 91. Tu contribues aux fondations de l'Operating System. Tu essayes de m'enseigner la programmation sur l'iOS en faisant frémir les autres ingénieurs parce que tu me faisais écrire directement sur l'écran sans passer par les primitives de l'OS qui contrôlent la façon dont on peut écrire directement. Ce qui est assez avec de très bonnes raisons d'ailleurs. Bon. Et tu es resté combien de temps chez lui? Je suis resté chez lui pendant 9 ans. Donc jusqu'en 2000, jusqu'en 2000. Et donc on a vendu l'entreprise en 2001 à Central. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment? J'ai interviewé avec une société qui s'appelait Phone.com, qui est devenue OpenWave. J'ai été interviewé pour diriger une équipe qui fasse la version suivante de browser mobile. Et pendant l'interview, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu penses de WAP. J'avais un téléphone cellulaire à l'époque. J'ai demandé c'est quoi WAP. Ça n'a pas l'air d'avoir été un obstacle pour m'engager. Donc j'ai dirigé une équipe qui au départ avait ce rôle de créer le WAP browser suivant. La version suivante qui utilisait les raffinements extraordinaires des téléphones qui étaient d'avoir les premiers écrans graphiques, avoir un écran qui soit un petit peu plus grand que ça. Et de fil en aiguille, c'est devenu relativement clair que quelque chose qui manquait vraiment dans le marché du mobile à ce moment-là était une plateforme qui soit solide. Il y avait certainement des efforts de la part de Nokia, il y avait des efforts de la part de Qualcomm, mais dans une grande mesure, vu que OpenWave était le joueur dominant dans l'industrie du mobile à l'époque, qui shippait, je pense, du software pour 1 milliard de téléphones par an, et qui avait vraiment une opportunité de transformer ce rôle, d'être juste la compagnie qui fournit le browser et le SMS et le MS d'autre part, de prendre ce rôle de devenir beaucoup plus la plateforme pour le chipset. On a été relativement loin avec ça. Je peux épiloguer sur les raisons pour lesquelles ce n'est pas devenu une version dominante. Je pense qu'une des choses était probablement de ne pas avoir considéré l'aspect open source à l'époque, ce qui certainement été une des raisons du succès, je pense, pour Android. Mais c'était un bon essai. Je pense qu'on a réussi à faire quelque chose qui était, au départ, a quand même été sur 1,2 milliard de téléphones. Donc c'est quand même un succès qui est raisonnable. Je pense que c'était voir un petit peu ce qui venait à l'horizon, qui était un monde qui n'était pas purement browser, mais qui avait vraiment besoin d'une solution pour créer des applications de qualité sur les téléphones mobiles. Donc tu restais combien de temps chez Je suis resté là pendant 5 ans, je pense. Et après, tu allais... Ça devient de plus en plus court après ça. Avec de l'expérience, on comprend plus vite. Et donc de là, tu es allé à Trolltech. J'étais chez Trolltech, où j'étais CTO. Oui. Raconte-moi un peu ce que c'était Trolltech. C'est vraiment intéressant ce qui s'est passé et pas passé avec Trolltech. Donc Trolltech est une société qui avait un produit principal qui s'appelle Qt, qui est un framework cross-platform. Donc cette possibilité d'écrire une application avec un set d'API et d'être capable de faire tourner ces applications sur Windows, Linux, Macintosh, etc. Ce qui était vraiment un besoin du marché, parce que pour la majorité des compagnies, être capable d'écrire des applications qui soient spécialement faites pour ces trois plateformes était quelque chose qui était intenable. Donc Trolltech est une société qui était un mélange intéressant
entre un modèle open source, donc un modèle qui pouvait être utilisé comme fondation pour une software open source, et un modèle commercial. C'est vraiment cette idée de dual licensing, où il y avait un modèle open source, mais si quelqu'un voulait construire des applications et garder le secret quant à la manière dont l'application était écrite, il devait prendre une licence pour ce produit. Trolltech était à son sommet, je pense, 260 personnes, donc probablement là-dedans 240 ingénieurs, principalement basés à Oslo. Donc tu as eu le plaisir de travailler avec des Norvégiens. J'ai eu le plaisir de travailler avec des Norvégiens. Les Norvégiens ont une citation, un dicton qui n'a pas de raison de boire pour ne pas être libre. C'est quelque chose qu'ils appliquent avec une diligence extraordinaire. Faire la fête avec les Norvégiens était une expérience presque aussi bonne que de faire la fête avec des Anglais de Manchester. C'est un petit peu difficile de décider. Mais un des aspects était d'être capable d'utiliser Qt pour le marché du mobile. Donc on avait une version mobile qui s'appelait Qtopia, qui une fois de plus était, d'un point de vue plateforme, vraiment en avance sur ce qui était fait à l'époque. Une mauvaise coïncidence fut l'arrivée d'Android, qui au bout du compte, je pense, est la raison principale pour laquelle Qt n'a pas été capable d'être une plateforme dominante dans ce marché. Mais on a eu la vision de vendre la compagnie à Nokia de manière à éviter d'avoir cette situation peu plaisante de devoir être un compétiteur d'un produit qui est donné gratuitement. Donc, ce qui m'a amené à Nokia pendant un temps qu'il gardait aussi court que possible. Est-ce qu'ils sont aussi difficiles qu'on dit les gens de Nokia? Je ne pense pas que Nokia soit particulièrement difficile en soi. Je pense que le principal problème de Nokia que j'ai eu à l'époque où j'étais chez Nokia était un certain égo national. Je pense vraiment que la psyché des Finlandais a été dans une grande mesure créée par la manière dont ils ont résisté pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je pense qu'il y a une tendance à voir tous les problèmes en Finlande un petit peu à travers ce modèle-là, qui est que l'obstination, au bout du compte, est la manière de résoudre tous les problèmes. Sisu. Exactement. Et le caractère finlandais. Ouais. Mais ça amène à des divisions également, où je pense que Nokia n'a jamais cru fondamentalement que ni Android ni iPhone ne représentaient un danger pour eux. Donc, je me souviens clairement d'avoir des discussions chez Nokia où je disais iPhone c'est quand même pas mal. Et puis le commentaire chez Nokia c'est non, ils ne font qu'un seul téléphone, ils ne savent pas comment faire une compétition dans le marché du mobile. J'avais beau essayer de dire c'est peut-être ça l'avantage, le fait qu'il n'y ait qu'un seul téléphone. Donc, il y avait une réjection de masse, je dirais, de ce qui venait de la vallée. Donc, je pense qu'il y a également un autre aspect culturel qui est que la culture finlandaise est relativement effacée, alors que la culture de la vallée a tendance à être quelque chose où les individus sont beaucoup plus visibles. Donc, je pense qu'il y avait un conflit culturel quant à la manière de travailler. Ils avaient aussi un patron, Piquet, qui se vantait d'être comptable et avocat. Ce qui, pour une société de technologie... Oh, mais je suis un comptable chez Yahoo, récemment. Oui, c'est arrangé. Mais pour moi, je pense que il y a eu quelques événements chez Nokia qui m'ont dit que c'était probablement pas l'endroit où je voulais terminer ma carrière. Un des exemples, parce que quand on a rejoint Nokia, j'ai posé la question, est-ce qu'on a des prototypes d'écran multi-touch qu'on pourrait utiliser pour tester le framework? C'était très fondamental. Et on m'a dit, non, on n'a pas de prototype avec écran multi-touch. Et l'iPhone était déjà sur le marché. C'était un petit peu décourageant de voir que ça n'avait pas encore évolué. De l'autre côté, une fois de plus, je pense que le plan était pas mal. Où Symbian avait une très bonne présence sur le marché, où Qt était vraiment ce mécanisme qui permettait de continuer avec Symbian comme plateforme, mais d'être capable de prendre tous ces développeurs et de les mettre sur une plateforme moderne. Il y a la théorie et puis l'exécution. Et maintenant qu'est-ce que tu penses de leur avenir? Je pense qu'ils rebondissent. J'ai un petit peu regardé ce qu'ils font. Clairement, c'est plus Microsoft que Nokia aujourd'hui, mais je pense que leurs produits sont... il y a du bon goût qui est bien dans le produit, je pense que c'est différencié. Je pense qu'ils ont un modèle qui est plus intéressant que le pur modèle applicatif.
Je comprends que l'idée d'avoir des applications sur un téléphone cellulaire est le modèle qui marche dedans, mais je pense que Nokia Microsoft ont un modèle qui est intéressant, de permettre de faire des pivots autour des données. C'est une expérience qui n'est pas une expérience pure web, donc il y a tout ce conflit entre est-ce qu'on doit tout faire avec la web, est-ce qu'on doit tout faire avec du natif. Je pense qu'ils ont un modèle qui n'est pas hybride dans le sens de mélange de technologies, mais hybride dans le sens de cacher la limite entre différentes applications. Et je pense que c'est intéressant. Est-ce qu'ils vont réussir avec ça? C'est un autre problème. De là, tu es allé chez Myriad. Oui. Comment est-ce qu'ils t'ont recruté? Myriad, j'ai été recruté par quelqu'un qui s'appelle Simon Wilkinson, qui est de Manchester. Un entrepreneur remarquable. C'est un de ces entrepreneurs avec qui on travaille et qui a toujours tendance à trouver la manière de réussir dans ce qu'il fait. Je veux dire, ce talent et cette ténacité que prend en particulier les Anglais de Manchester. Et ce que Myriad a fait était de prendre toute une série de compagnies dans le marché du mobile, que ce soit SMRTech, que ce soit Sagem, que ce soit différentes petites compagnies aux États-Unis, et d'essayer d'en faire une masse critique qui soit capable de prendre ces compagnies qui font du software pour les téléphones de bas de gamme, et en gros avoir une masse critique vis-à-vis de ce marché. Une autre chose que la société a fait est racheter la partie client d'OpenWave. Donc il y avait une certaine symétrie de ce point de vue-là, étant donné que tout le travail qui avait été fait au début des années 2000 a été racheté par Myriad. Je ne peux pas dire que tu comprenais bien. Et que je comprenais bien. D'un autre côté, c'est évident une fois de plus que cette vague, que ce soit l'iPhone ou que ce soit Android, a diminué le rôle des téléphones de bas de gamme relativement rapidement. Donc c'était l'expérience où j'ai essayé de remettre les pièces ensemble. On arrivait à certains produits qui étaient intéressants. Par exemple, quelque chose qu'on a fait, un produit qui s'appelait Alien Dalvik, en référence à Android, qui donne la possibilité de faire tourner des applications Android sur des téléphones non Android. Donc jouer sur cette dynamique où tous les fabricants ne sont pas spécialement excités à l'idée de donner complètement le contrôle de leur technologie à Google, et c'est quelque chose qui continue. Si je regarde le marché de la télévision, je regarde le marché de consumer electronics, c'est un produit qui continue à évoluer, qui est utilisé sur des devices bas de gamme. Est-ce que c'est la technologie que BlackBerry et RIM utilisent pour les émulations Android dans leur téléphone? Non, ils ont refait leur propre machin. Mais pour la petite histoire, l'idée de base était de fournir ça à Nokia. C'est un argument que j'ai essayé d'utiliser avec Nokia. Une fois de plus, je pense, aurait été intéressant, qui était que quand Nokia était au sommet, mais haut dans sa position, il y avait une possibilité pour Nokia de devenir le plus gros vendeur de téléphones qui utilisent l'API Android sans suivre Android. Il y a cette possibilité de faire un forking et en gros de prendre cette technologie et puis de faire quelque chose de la Microsoft. Donc, Nokia, par son ampleur, serait capable de rajouter tellement d'API qu'au bout du compte, Google serait dans une poursuite pour maintenir la compatibilité. C'était mon plan secret. C'est une très bonne idée. Et ils n'ont pas suivi. Et ils n'ont pas suivi avec ça. Non. Alain rigole. Alain faisait partie de toute cette réunion également. Je peux confirmer tout ce que tu as dit d'ailleurs. Alors dis-moi, donc Myriad, tu es resté un certain temps. Ça fait quoi ça, un certain temps? Je compte 2 ans. Et de là, tu t'es retrouvé chez Facebook. Oui, et c'était Il y a quelques anciens billes comme Pierre. Oui, que j'ai amené chez Facebook d'ailleurs, que j'ai engagé. Jusqu'à présent. Il n'y a personne de Facebook ici. Oui, Facebook était un petit peu une crise existentielle. C'est toujours dangereux quand on commence par la technologie de passer de plus en plus de temps à faire des slides PowerPoint, ou à passer son temps dans des avions, ou à être en face de clients en train de raconter des histoires. Donc, il y avait un petit peu ce doute interne. Chez Myriad.
chez Myriad, mais même chez Trolltech, dans une certaine mesure les dernières années chez Ocono. Donc il y avait une période de probablement 8 ou 9 ans où j'ai écrit très peu de code. Et c'est dangereux, parce que je pense que c'est comme ça qu'on finit par être un CTO qui raconte des histoires et que les histoires sont totalement déconnectées avec la réalité de la technologie. Donc, encouragé par un ami qui a mis en doute mes capacités d'écrire du code, je me suis décidé à... Bon, quel serait le job le plus difficile que je puisse prendre? J'ai regardé deux choses. Un des choix était Google. Ils ont des projets intéressants qui ne sont pas liés à la recherche. L'autre aspect était Facebook. Et au bout du compte, j'ai choisi Facebook, principalement parce que ça m'avait l'air d'être l'endroit le plus inconfortable que je puisse imaginer. Et c'est quelque chose de sain de temps en temps de se retrouver dans un environnement inconfortable. Également parce que je voulais vraiment comprendre la manière dont Facebook pense social, vraiment voir ce qui est derrière cette vue d'un social network et sa valeur d'un point de vue compagnie ou d'un point de vue humanité. Donc j'ai pris ce job chez Facebook et ce fut une expérience qui a été un challenge au départ, parce que quand on arrive chez Facebook, en gros on a une demi-journée d'orientation. On reçoit un laptop, on reçoit un compte Unix, et puis on t'assigne des bugs. On te dit, va corriger les bugs. Et la première chose que j'ai fait, c'était m'asseoir et puis regarder quelle est la taille de la base de code. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais je pense qu'il y avait 19 millions de lignes de PHP, avec très peu de documentation, et des bugs qui sont en gros distribués dans toute cette infrastructure. Je n'ai pas vraiment écrit de code pendant 7 ou 8 ans. Donc, real men don't comment. Absolument. Donc ils appellent ça bootcamp, où en gros on se motive les uns les autres entre les niveaux à Facebook, mais de notre côté ça marche très bien. C'est quelque chose qui m'a vraiment forcé à retourner dans un mode qui était un mode programmation et penser à la programmation. Donc ce fut un petit peu plus difficile que ce que je pensais. On pense toujours qu'on peut courir 5 km sans problème, jusqu'au moment où on essaie réellement de courir 5 km et on réalise que c'est quand même très très loin. Donc il y a eu un petit peu un choc face à la réalité de me retrouver avec du code comme responsabilité principale. Tu veux nous dire sur quoi tu as travaillé? Non, pas vraiment. Même maintenant, ce qui est pour moi une réponse suffisante pour les lire. J'ai passé pas mal de temps à écrire du code sur Android. Donc c'était plus du côté client, interface utilisateur. Et donc c'est toi qui est responsable de l'erreur de Facebook sur les applications HTML5 contre les applications natives. C'est un problème qui est vraiment intéressant. Hein. Je pense que... Non, c'est réellement intéressant parce que c'est le monstre du Loch Ness du mobile. Où périodiquement il y a cette discussion sur est-ce qu'on va tout faire avec du markup, est-ce qu'on va tout faire avec du HTML5, est-ce qu'on va faire un modèle hybride où on est capable d'appeler des fonctions natives depuis HTML5. C'est quelque chose qui est récurrent. Tu vois Gecko, tu vois pas mal de projets qui tous les ans essaient de remettre cette histoire à jour. Ce qui se passe aujourd'hui dans le marché du mobile est très simple. C'est que la complexité pour écrire les applications n'a aucune importance. Donc si on veut écrire les applications en Lisp et en assembleur, on ferait en Lisp et en assembleur. Parce que la valeur de ces applications est telle que rajouter 5 ingénieurs en 6 mois pour réussir à faire quelque chose correctement ne représente absolument rien pour ces compagnies. C'est uniquement une question, quelle est l'expérience utilisateur. Tout le reste, c'est absolument un détail. Donc être capable de dire, mais si tu utilises hybride et que tu peux faire une partie de ton interface en HTML5 et en JavaScript, c'est tellement beau et élégant, ça n'a absolument aucune importance. L'autre aspect, c'est que j'ai quand même vu dans ma carrière pas mal de projets qui ont essayé d'utiliser JavaScript et HTML pour faire des interfaces complexes. Et il y a un phénomène qui se produit chaque fois. C'est qu'après 3 semaines, les progrès sont absolument remarquables, l'application marche presque correctement, et après 6 mois, c'est la même chose. Donc il y a un mur dans le test qui peut être exprimé avec un browser, qui peut être exprimé avec JavaScript, qui n'a pas encore été surmonté. Donc tu étais chez Facebook dans une situation inconfortablement intéressante, etc. Ça a duré quoi, 2 ans?
1 an et demi. Je pense que c'est un mélange. ça va de plus en plus vite. Là. Ça va de plus en plus vite. Non. J'ai démissionné qui a aujourd'hui, non, je pense qu'il y a un aspect culturel. Quand je regarde différentes compagnies dans la vallée, au bout du compte, c'est un mécanisme d'optimisation. Je pense que quand on regarde l'essence d'une compagnie, on voit différents algorithmes d'optimisation qui sont utilisés pour créer l'innovation ou rendre la compagnie efficace. On prend par exemple l'exemple de Google. Ma vue de Google, c'est que Google, c'est des petri dish, c'est des petites boîtes de plastique dans lesquelles tu mets de l'agar pour faire grandir des bactéries. Il y a des bactéries qui sont saupoudrées autour de tout ça, il y a des colonies qui grandissent, et puis périodiquement il y a Sergey ou Larry qui viennent, qui disent cette colonie elle est petite, on va l'enlever, on va prendre cette colonie qui est relativement grande, on va la mettre dans sa boîte elle-même pour qu'elle puisse grandir. C'est un modèle extrêmement darwiniste, organique de croissance. Apple, c'était, je ne sais pas, peut-être une version évoluée de créationnisme ou de intelligent design, où on laisse le hasard faire évoluer un petit peu les choses, mais il y a un dieu qui est capable de dire ça a l'air d'être la bonne direction, faisons de la lumière et faisons des océans, etc. Donc c'est un petit peu la vie. Facebook, et ça rendra peut-être des gens mécontents, mais je continue d'avoir l'impression que c'est un petit peu un bully optimizer, donc un optimisateur qui a tendance à regarder quel est le gain à court terme qui peut être fait en faisant des changements minimums à l'expérience, ce qui continue à me donner le déconfort de la société qui termine dans un maximum local. Donc il y a la question, est-ce que il est vraiment possible de faire des innovations fondamentales dans ce genre d'environnement où en gros les objectifs ont tendance à être à très très court terme. Et j'ai un petit peu trouvé ça, bon, il y a probablement des aspects qui sont liés à ma personne également, mais j'ai trouvé qu'il était difficile de faire des innovations à moyen terme. Quand je dis moyen terme, je parle de 6 mois dans le contexte d'une société de Facebook. Et c'est de l'incrémental avec des temps de cycle assez courts, c'est du tweaking. Ce sont des cycles extrêmement courts. Il y a des projets qui ont vraiment dans l'infrastructure des horizons plus longs. Mais je dirais que le travail, du point de vue interface utilisateur, fonctionnalité, a un cycle peut-être c'est quand même une bonne mesure. Et c'est quelque chose qui me fait super. Est-ce que tu peux... Non est une bonne réponse, mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de leur architecture, de leur infrastructure physique de serveur? Je pense que c'est... Ils en parlent en disant qu'ils font quelque chose d'assez open source, assez moderne. Je ne peux pas parler particulièrement de ce qui est open source, de ce qui ne l'est pas. Mon impression, et j'ai jamais plongé profondément dans l'architecture donnée, mais je pense que c'est un modèle qui est très propre. Je pense que la performance et l'optimisation qui est faite a tendance à couvrir tous les niveaux de la chaîne. Que ce soit design hardware, que ce soit software, kernel, etc. C'est vraiment quelque chose. Il y a une bataille évidente aujourd'hui. Si on est Google, si on est Yahoo, si on est Facebook, en gros, combien de watts d'énergie faut-il de manière à créer un certain degré de plaisir chez l'utilisateur? Et c'est la bataille. Donc, en gros, que ce soit d'un point de vue design CPU, design architecture, design réseau, etc., toutes ces sociétés se battent pour avoir l'infrastructure qui soit la plus efficace. Et c'est évident que pour arriver à un certain niveau d'optimisation, il n'est pas possible de travailler purement avec des composants standards. C'est quelque chose où il y a une optimisation qui doit être faite à travers l'ensemble du stack technologique. Et c'est quelque chose où et Google et Facebook ont l'air de faire un travail extraordinaire. Et la consommation d'électricité est vraiment un des problèmes intéressants. Donc au bout d'un an et demi, est-ce que tu te fatigues de la question? Je suis pas là pour sérieusement, tu connais. Est-ce que... Reprenons. Et donc, est-ce que tu es fatigué de Facebook ou est-ce que tu as été approché par Yahoo? Comment ça s'est passé? J'ai été approché par Yahoo. Je ne suis pas tout à fait sûr à travers quel chemin. J'ai des idées de la manière dont les références ont été vérifiées par d'autres personnes en commun qui avaient quitté Facebook dans l'année précédente.
de mécanisme standard. Je pense que pour moi, c'était principalement la redondance du travail chez Facebook qui devenait un petit peu pénible. Je pense également que... Je t'amusais pas. Je m'amusais pas tellement. La diversité de produits également. Je pense que Facebook a tendance à tout voir à travers l'aspect social graph. Et c'est quelque chose qui est intéressant jusqu'à un certain point. Je pense que, et c'est la bataille qui est intéressante avec Yahoo, je pense qu'il y a une autre manière de trouver du contenu intéressant pour des individus qu'un pur modèle social. Je pense que le modèle social marche jusqu'à un certain point, mais si je regarde, je ne sais pas, les amis de ma mère, leurs commentaires en général ne sont pas tellement intéressants. Je pense qu'il y a une bataille qui va au-delà du simple modèle de recherche, au-delà d'un modèle qui est purement social pour trouver du contenu qui est intéressant. Et je pense que Yahoo, en regardant Yahoo, est une société qui, par le nombre d'utilisateurs, par la diversité de ses applications, est dans une position pleinement intéressante pour combiner ces éléments. Et c'est la bataille qui m'intéresse. Qui n'a dit Google ni Facebook. Mais ni Google ni Facebook. Le business de Facebook, c'est du craft social, ouais. Donc je veux aussi dire que c'est la publicité. C'est évident que l'électricité ne continuera pas à être payée sur la publicité. Chez Google, Hein? c'est la même chose. Et je pense que c'est pas pour Chez tout le monde. Yahoo aussi. Et je pense que le problème de la publicité, spécialement dans le mobile, est qu'est-ce qui est il y a la publicité bête et méchante. Où on démarre l'application, on a un logo Coca-Cola qui apparaît, c'est ce que j'appellerais la publicité bête et méchante. Je pense que le challenge aujourd'hui, surtout sur les devices mobiles, est de présenter des choses intéressantes à les utilisateurs qui n'apparaissent pas comme de la publicité, ou de la publicité qui soit réellement utile pour l'utilisateur. Je prends l'exemple des télescopes, j'aime beaucoup les publicités pour tout ce qui est télescope. C'est quelque chose pour lequel je paye pour acheter des magazines qui est couvert de publicité pour le télescope. Il y a une époque où on achetait Byte Magazine pour les gens un peu ma classe d'âge, qui était un magazine qui à l'époque était comme ça. Et les articles, bon, ça va. C'est la publicité. Là, regardez la publicité, les cartes son, la nouvelle souris, le machin, c'est vraiment la pornographie. Et donc je pense que la bataille suivante n'est pas vraiment la bataille de comment fournir autant d'informations que possible à l'utilisateur. Et c'est un problème qui a été résolu. Personne n'a de problème pour trouver du contenu ou des choses à lire. Le réseau social, je pense que ça atteint une certaine limite, une fois de plus, parce que avec une certaine distance, les personnes que tu rencontres ne sont pas spécialement intéressantes de ton point de vue. Donc il y a un problème fondamental qui est de comment filtrer ce qui est réellement intéressant pour les personnes. Et je pense qu'au-delà de la recherche, au-delà du réseau social, le problème fondamental aujourd'hui est de comment être capable de trouver ce qui est réellement intéressant pour Jean-Louis ou réellement intéressant pour moi. Et c'est un problème qui est difficile et qui va au-delà de savoir si la personne aime les voitures ou aime le tennis. Donc je pense qu'il y a un modèle qui est vraiment complexe qui doit être fait. Et c'est quelque chose de compliqué parce qu'il y a l'aspect de confiance entre la personne qui fait le filtrage, il y a la question de précision, il y a beaucoup de variables intéressantes qui n'ont pas été explorées. Je suis complètement d'accord. Je suis pas un fan, je respecte Facebook, mais je ne suis pas un fan. Et je préfère avoir une relation de confiance avec des fournisseurs, des blogueurs qui sont intéressants, des gens sur Twitter qui sont intéressants. Enfin, c'est avec des gens intéressants avec qui finalement je finis par établir une relation, un contrat non écrit, mais un contrat quand même, parce que là, à cette source-là, je sais que je vais trouver des choses. Et c'est là où l'astronomie, par exemple, rejoint. 3 de mes meilleurs amis en Californie sont des gens que j'ai connus sur Yahoo Groups. Pourquoi? Parce que Yahoo Groups est tellement spécifique dans les intérêts que je peux trouver des gens qui sont intéressés dans la photométrie au vitesse, par exemple. Quelque chose qui est impossible de faire à travers Google ou impossible de faire à travers Facebook, parce que ce sont des aspects qui sont tellement verticaux. Donc pour moi, voyant que Yahoo est dans une phase de renouveau, manifestement, il y a des questions là-dessus, mais qu'en même temps, c'est une compagnie qui est assise sur tellement de connaissances extrêmement précises sur des individus, plus un historique sur ces personnes qui est énorme, qu'il y a quelque chose à combiner. Que vraiment, Yahoo peut devenir cette compagnie qui est capable de fournir toutes les choses, ces informations qui sont tellement intéressantes.
Et mobile étant des moteurs publics très faciles. Oui, évidemment, ils t'ont pas embauché pour faire une nouvelle version du portail. C'est intéressant parce que je passe pas mal de temps sur des aspects qui ne sont pas liés au mobile. Parce que clairement, quand je regarde Yahoo, c'est une société où le modèle était centré autour du portail ou d'applications web. Si on veut faire des applications mobiles, revenant sur le point que personne n'est intéressé quant à la difficulté pour les applications, il y a pas mal d'aspects liés à l'infrastructure, liés au data mining, liés au profiling, etc., qui doivent être adaptés pour le mobile. Donc je passe pour moi la moitié de mon temps sur des problèmes qui ne sont pas directement liés au mobile, mais qui sont liés à l'évolution de l'infrastructure en général chez Yahoo. Ce qui est quelque chose de neuf pour moi. Tout ce qui est big data, etc., est quelque chose que je n'ai jamais vraiment exploré en détail, donc c'est quelque chose qui est réellement chez Facebook. Même chez Facebook. Facebook était vraiment dans ce que je faisais plus du côté client applicatif. Donc tu vas rester plus de 2 ans. Jusqu'à présent. Non, je dois dire également que... Qui est-ce qui signe ta revue de performance? Je travaille pour quelqu'un qui s'appelle Adam Cahan, qui travaille pour Marisa, qui est une personne qui a fait une société qui s'appelle Into-Now, peut-être certains d'entre vous connaissent, qui va signer mon review, et qui est une personne qui a... Est-ce qu'il a un sens de l'humour? Il a un certain sens de l'humour. C'est une personne qui apparemment a passé 2 ans comme reporter pour National Geographic, vivant avec des pygmées en Afrique centrale. Donc il a un certain sens de l'humour. Et il parle français. Peut-être un candidat pour le futur. Mais qui a cette obsession vis-à-vis de la qualité de l'expérience utilisateur. Ce qui, une fois plus, est un des aspects essentiels pour réussir à faire de l'anthropologie. Il est arrivé après ou avant Marisa? Il est arrivé avant Marisa. Johnny arrive aussi, Steve Jobs. Exactement. C'est pas forcément un défaut. Qu'est-ce que tu penses, on va en parler avant, qu'est-ce que tu penses du fait que Marisa ait dit allez, voilà, travailler. Elle n'a jamais dit ça. Allez, c'est fini le travail de working from home, c'est terminé. Bon, il y a l'aspect médiatique, évidemment, où les gens aiment bien créer des drames et trouver quelque chose. C'était une semaine qui était relativement calme d'un point de vue presse, donc c'était un bon sujet. D'un autre côté, je pense que si on regarde les sociétés qui ont réussi dans le marché de la technologie, il y a quelques points communs. Un point commun, c'est qu'il faut qu'il y ait un fanatique obsédé qui dirige l'opération. C'est quelque chose qui a l'air d'être absolument indispensable. L'autre aspect indispensable, à mon avis, c'est la localité des ingénieurs et des designers et de l'équipe. Je pense que je n'ai jamais vu un mécanisme d'équipe distribuée qui marche réellement. Je pense que tu as directement des phénomènes de tribus et des phénomènes de us versus them qui apparaissent instantanément. Donc, les boîtes qui fonctionnent sont les boîtes où on est capable de mettre, dans la mesure du possible, tout le monde dans le même building, d'avoir ces gens qui mangent ensemble, qui discutent ensemble, qui se comprennent. Je pense que c'est une nécessité. Donc dans ce contexte-là, avoir la moitié d'une équipe qui travaille à la maison et qui vient toutes les 2 semaines, je pense que pour la technologie, ce n'est pas quelque chose qui marche très bien. Évidemment, si un ingénieur, pour une raison quelconque, décide de passer une journée à travailler à la maison, c'est un détail. Mais je pense réellement qu'avoir une équipe où tout le monde est dans le même building, c'est la différence du monde. De toute façon, en plus, on sait maintenant que les gens qui travaillaient de chez eux avaient un VPN, un réseau privé virtuel sécurisé pour les données de l'entreprise. Alors quand une entreprise a ça, elle maintient des logs, des enregistrements du trafic, des moments de connexion, etc. Et donc Marisa Meyer, qui vient de Google, qui adore les chiffres, elle a demandé les chiffres du VPN. Et, il y avait des gens qui ne travaillaient pas énormément. Une majorité qui ne travaillait pas énormément. Bon, c'est la rumeur de Jean-Louis. Il y a une autre histoire de VPN qui était chez Bee. On avait un réseau centralisé et on était curieux comme ingénieur d'avoir une idée du niveau de travail que produisaient les autres ingénieurs.
Donc on avait écrit ce petit hack qui était très amusant, qui était capable de voir quelles images étaient downloadées de la web en temps réel. On avait un screensaver, en gros, qui mettait au hasard les images qui étaient downloadées par d'autres ingénieurs. Ce qui était, après 6 heures du soir, c'était, je pense que tu as... C'était éducatif. Tu nous as forcé à déconnecter ça. Surtout, je me souviens d'un ingénieur. Non, pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas dangereux de la cigarette quand même. Je vais te livrer dans quelques instants aux questions de l'auditoire. Dans 5 ans, tu te retournes sur ce que tu as fait chez Yahoo. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire? Je pense que ce que j'aimerais pouvoir dire est de dire que j'ai transformé Yahoo pour que Yahoo devienne spécialiste de ce que j'appelle une grande intérêt. Donc je pense qu'être capable d'être la compagnie qui est capable de définir le mieux au monde ce qui est intéressant pour toi spécifiquement dans un contexte est la mission de compagnie. Écoute, merci beaucoup. Merci de te prêter gracieusement à une combinaison de questions et d'histoires de régiment, comme on dit. Et on en aurait pas mal compte tenu des années qu'on a passées. J'ai une petite histoire quand même, si c'était une minute. La dernière fois que j'ai assisté à ton anniversaire était, je pense, en 92. On avait bu un petit peu de vin et j'ai pris ma moto, je me suis roulé à la moto à l'époque. J'ai décidé de retourner à la maison, devant la 237. Une voiture a décidé de tourner en face de moi. Et je me suis retrouvé dans la pollution de motocyclistes à 60 miles à l'heure sur l'autoroute, sans moto en dessous de moi. Donc ça c'est mon souvenir d'un de tes anniversaires. J'ai rien eu, je vais beaucoup. Aujourd'hui, tu roules dans une Pathfinder toute neuve, presque neuve. Ouais, j'ai 2 voitures. J'ai un Pathfinder que j'avais déjà chez lui. Ah oui, puis tu as une... J'ai acheté une petite Subaru B que j'ai vu, une 86. Là. Qui est un autre événement de midlife crisis. De faire des choses comme ça tous les 5 ou 10 ans. Mais j'ai un Pathfinder que j'avais déjà chez lui, il y a toujours 200 000 miles. J'ai jamais eu de panne. Presque neuve, presque neuve, quelques grilles. Et puis j'ai acheté une voiture qui consomme moins d'essence. C'est comme ça que c'est quelque chose qui est vendu à ma femme. Chérie, regarde l'argent qu'on va économiser si j'achète cette voiture. Oui. J'ai une question par rapport au commentaire à la fin qui disait que tu voudrais donner la meilleure expérience ou le meilleur contenu aux utilisateurs. La nouvelle page Yahoo, en fait l'expérience que j'en ai après quelques jours, c'est que les informations qui sont dans le newsfeed, je ne sais pas d'où elles viennent, mais elles me paraissent complètement inutiles par rapport à mes besoins. Alors qu'avant c'était plus sérieux, plus mainstream. Là j'ai l'impression que ça parle plus des chiens écrasés et des choses comme ça qu'autre chose. Alors je ne sais pas si c'est peut-être mon profil qui est mal renseigné, mais est-ce que tu peux commenter par rapport à ça? Il y a 2 aspects. Si tu regardes la homepage chez Yahoo, il y a les images au-dessus qui est éditorial et qui n'est pas contrôlé par ton profil et qui a tendance à contenir des chiens écrasés et des sinkholes en Floride et des machins comme ça. Huffington Post. Ouais. Et puis ce qui est en dessous de ça, c'est quelque chose qui est sélectionné par ton profil. Ce que tu peux faire, c'est dire si on ne veut plus voir ce genre de contenu. Et pour l'instant, il y a un petit peu de personnalisation qui doit être faite pour réussir à avoir un bon niveau. Mais si, je sais que 3 fois j'ai dit je ne suis pas intéressé par le sport, je ne vois plus d'articles de sport. Ça a l'air de marcher pas mal de mon côté. C'est certainement pas parfait. C'est-à-dire faire de la personnalisation et être capable de réellement trouver ce qui est intéressant pour toi. Je pense qu'une des questions, c'est le volume de données qu'on est capable de passer à travers ce filtre qui est adapté à tes intérêts. De toute façon, tu peux lui écrire à betchillings@gmail.com. Gmail. TSTHILL@yahoo.